Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Technologie de France. Youssef Menjour, architecte LabVIEW, et aujourd'hui je suis heureux d'animer cette formation intitulée Initiation au Deep Learning. Donc on va apprendre à faire du Deep Learning, on va reprendre les bases du Deep Learning. On va regarder aujourd'hui en fait de manière assez haut niveau comment marche le Deep Learning, les grands principes du Deep Learning. Donc si vous n'avez pas de connaissances en Deep Learning, eh bien écoutez, cette vidéo est faite pour vous, vous allez pouvoir apprendre beaucoup de choses. Si vous n'avez pas de connaissances en LabVIEW, ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire de LabVIEW aujourd'hui. Aujourd'hui, on va essentiellement vous apprendre beaucoup de choses sur le Deep Learning, les notions, les manières d'entraîner des modèles, les manières de comprendre qu'est-ce qu'un modèle, la manière de comprendre la donnée, la data, les dimensions. On va vraiment faire du haut niveau pour que petit à petit dans cette formation, on va commencer à réaliser des TP. Et là, à partir de là, il y aura par contre, on utilisera un outil qui s'appelle AIBal, qui est un toolkit de LabVIEW, qui est le concurrent de Keras TensorFlow et de PyTorch. Et donc, nous utiliserons LabVIEW et non Python, mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de notion en LabVIEW. Des vidéos ont été réalisées sur la chaîne de Technologie de France pour vous apprendre from scratch à faire du LabVIEW, donc ce langage de programmation qu'on vous présentera, qu'on vous expliquera et on vous accompagnera justement pour que vous puissiez l'utiliser. Et on vous expliquera également pourquoi on utilise LabVIEW et en quoi ce langage par rapport aux autres langages est révolutionnaire. Donc là, sans plus attendre, on va avancer justement dans cette formation et on va commencer par présenter ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc une question toute simple va se poser, c'est qu'est-ce que l'intelligence artificielle? À partir du moment où l'homme n'intervient plus, qu'on a programmé une machine avec un automate par exemple ou un aspirateur, là comme vous voyez à côté de moi, c'est de l'intelligence artificielle, on va dire basique, c'est de l'automatisme. Et puis une autre strate arrive derrière, c'est le machine learning. Et si on développait des modèles mathématiques adaptés à des situations? Je vous donne un exemple tout simple, le machine learning, ça peut être fait par exemple pour un agent immobilier qui souhaite savoir si le bien, pour évaluer par exemple un bien dans une ville, qu'est-ce qu'un agent immobilier va faire? Il va faire indirectement du machine learning. Comment il va faire ce machine learning? Il va avoir des données justement dans sa ville où il va avoir les prix, des biens de sa ville en fonction des mètres carrés. Vous avez deux dimensions, donc là vous voyez à côté de moi justement un schéma où on voit justement le prix de la maison en fonction des mètres carrés. Et qu'est-ce qu'il va faire cet agent immobilier? Il va prendre les données sur les 2-3 dernières années, il va poser les points simplement sur un graphe, et en posant les points sur un graphe, il va vouloir faire ce qu'on appelle de l'interpolation, c'est-à-dire tracer une droite, une courbe ou quelque chose qui va lui permettre de représenter la valeur des biens par rapport à un mètre carré. Et pourquoi il va faire ça? Indirectement, il va faire du machine learning parce qu'il va utiliser un modèle qui est le modèle de la fonction affine, AX plus B, et il va déterminer A et B de manière à ce que ce soit le plus proche de la réalité. Quel intérêt il va avoir de faire ça? Imaginez que vous avez un bien de 103 mètres carrés, que vous n'avez pas de référence de bien de 103 mètres carrés, mais plutôt de 102 mètres carrés et de 100 mètres carrés en termes de prix. Eh bien, grâce à sa fonction affine, il va savoir à peu près le prix que vaut justement ces 103 mètres carrés. Tout simplement. Et c'est ce qu'on appelle le machine learning. Le machine learning, en fait, ce sont des bibliothèques de modèles mathématiques adaptés à des situations bien précises et qui permettent, en entraînant justement avec les datas le modèle va se régler, va s'hyperparamétrer, donc il a des paramètres internes qui vont permettre justement de savoir, de s'adapter, et donc à partir de là, on va pouvoir faire des évaluations sur certaines problématiques. Le problème du machine learning, c'est que vous prenez par exemple la librairie scikit-learn, qui est une très bonne librairie de machine learning, donc qui est une librairie française développée par l'INRIA. Si vous allez sur cette librairie-là, vous avez entre 120, 130, 150 modèles mathématiques qui sont justement faits pour faire de la modélisation sur des problématiques bien précises. Si vous sortez de ces problématiques, vous êtes piégé. C'est-à-dire que votre modèle de fonction affine, par exemple, qui est derrière moi, qui est à côté de moi, qui est là, si demain votre agent immobilier veut analyser le prix d'un bien en fonction de sa façade, il ne va pas pouvoir prendre une photo du bien et utiliser ce modèle pour une analyse, pour savoir si on est par exemple dans un quartier propre, si on est, enfin je ne sais pas moi, si l'architecture a une certaine valeur. Il ne pourra pas le faire avec ce modèle-là. Et donc il est piégé et il va devoir trouver un autre modèle.
Et en fait, là où il y a une limitation au niveau du machine learning, c'est justement le fait que les modèles sont adaptés à des situations bien précises, des situations parfois souvent simples, même s'il y a des situations compliquées, mais globalement, ce sont des situations qui sont simples, qui n'ont pas une complexité qui fait que demain, vous voulez analyser par exemple une voiture qui veut rouler, c'est très compliqué de le faire, enfin piloter une voiture qui roule, c'est très difficile de le faire en machine learning. Techniquement, ce n'est probablement pas impossible, mais ça va être très compliqué. Donc du coup, on a inventé une nouvelle strate du machine learning qui s'appelle le deep learning. C'est en fait des modèles qu'on va cette fois-ci développer nous-mêmes. C'est-à-dire que l'utilisateur ne va pas se contenter d'entraîner des modèles, il va également pouvoir les développer. Mais comment l'utilisateur, sans faire des mathématiques, va pouvoir développer des modèles de manière efficace? On va créer des modèles neuronaux avec des couches. On va créer justement cette fameuse possibilité, cette fameuse capacité. On va mettre des neurones. Et avec ces neurones-là, on va les entraîner pour pouvoir résoudre des problèmes de plus en plus complexes. L'avantage de cette technique-là, c'est que en faisant des architectures neuronales plus ou moins complexes et en entraînant justement à différents types de data, on va pouvoir résoudre la plupart des problèmes existants aujourd'hui. On va pouvoir conduire une voiture, on va pouvoir, comme les Tesla le font aux États-Unis, on va pouvoir analyser des images et faire de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance d'objets, on va pouvoir faire de la segmentation, c'est-à-dire de la séparation d'images. Sur une image, en fait, on va pouvoir séparer les objets, repérer une montre sur un bras, repérer un t-shirt, repérer une personne, repérer ses lunettes, faire des choses beaucoup plus difficiles grâce justement au réseau de neurones. Et donc, c'est là où c'est révolutionnaire parce que utiliser des réseaux de neurones, c'est quelque chose qui est nouveau, relativement nouveau, et qui permet de faire pas mal de choses. Donc là, on va parler un petit peu de la partie modélisation, donc de la partie plutôt création de modèles. Donc on va regarder justement ce que c'est que la création de modèles. Donc imaginez en fait un modèle, imaginez c'est une boîte noire, pour l'instant vous ne vous posez pas plus de questions que ça, et à l'intérieur il y a des neurones. On va essayer dans un premier temps de comprendre comment fonctionne justement un réseau de neurones. Donc ce qui se passe, c'est que quand vous voulez regarder ce qui se passe, un réseau de neurones, c'est des neurones. C'est des neurones qui sont connectés les uns aux autres. Mais vous vous doutez bien que si on connecte les réseaux de neurones entre eux, enfin les neurones entre eux, vous allez avoir justement des architectures neuronales. C'est-à-dire que chaque neurone est connecté à d'autres neurones. Et en fait, vous allez avoir des données d'entrée, donc les data in, et des données de sortie. Il faut imaginer un cerveau en fait avec cette fameuse image du flux électrique qui passe à travers un cerveau. Vous avez à partir de données d'entrée, chaque neurone va recevoir une information. Cette information va être traitée, donc il va y avoir des opérations qui vont être réalisées sur chaque neurone. Et à l'issue de ces opérations-là, chaque neurone va renvoyer un signal au neurone suivant. Et donc en fait, de manière naturelle, on va créer de cette manière-là des fonctions. Et là où c'est révolutionnaire, c'est que c'est du biomimétisme, c'est-à-dire qu'on réutilise ce que la nature, pendant des millénaires et pendant 1 milliard d'années, a réalisé et a amélioré le principe du neurone, c'est-à-dire que tout ce qui est vivant sur Terre animal, tout ce qui est animal et vivant sur Terre, travaille avec du neurone. Bon, il y a peut-être quelques exceptions, mais globalement, c'est le neurone qui a fait ses preuves. Et le neurone, ce sont des fonctions. Donc nous, comment on va les représenter ? Eh bien, on va pas prendre un neurone par un neurone, puisqu'il faut bien comprendre que à l'échelle de l'être humain, par exemple, on parle de milliards de neurones, ça fait beaucoup trop. Donc, on peut pas traiter neurone par neurone, donc on va traiter couche par couche. On va représenter ça en couches neuronales. Et ce que vous voyez derrière moi, en fait, ce sont des couches neuronales, les unes derrière les autres, qui sont câblées de manière séquentielle, c'est-à-dire que la première couche va faire un traitement, puis va renvoyer à la couche suivante, et ainsi de suite, jusqu'à la sortie. Et donc, de fait, une couche neuronale peut être considérée comme une fonction. Et donc, de fait, ces fonctions, les unes à la suite des autres, peuvent être considérées comme un modèle de réseau de neurones. Un petit cerveau pour pouvoir vous le représenter. Donc maintenant, on va résumer ce qu'on vient de se dire. Vous avez un modèle donc qui est considéré, alors c'est cette petite boîte, ce petit cube là, ce petit cube en 3D
Ça, c'est un modèle, un modèle. Donc, comment on peut se le représenter? Alors, on peut se le représenter d'une autre manière, qui est ce qu'on vient de voir ensemble, le data in, data out avec des neurones. Mais on peut très bien dire, bon, d'accord, très bien, mais on ne va pas à chaque fois redessiner la connexion entre chaque neurone pour chaque couche. Alors, une couche, c'est un layer pour chaque layer, et donc on va le représenter plutôt de cette manière-là. Un flux de données, c'est-à-dire que il va y avoir à gauche de l'écran, on va faire rentrer un signal, une information, une data. Cette data va être traitée par les différents layers, donc layer 0, layer 1, layer 2, layer 3, layer n. Et puis on va avancer jusqu'à l'échelle n plus 1. Et en avançant jusqu'à l'échelle n plus 1, n plus 2, ben, on va aller jusqu'à la dernière couche qui aura fait le dernier traitement. Et à l'issue de ce dernier traitement, on va récupérer une information out. Et en fait, un réseau de neurones, c'est une fonction, c'est une fonctionnalité. Donc, c'est une fonctionnalité composée de plusieurs fonctions qui sont les unes derrière les autres de manière séquentielle. Il existe des réseaux neuronaux séquentiels et des réseaux neuronaux fonctionnels. Un réseau de neurones séquentiel, c'est en séquence, c'est-à-dire une séquence, c'est les uns derrière les autres au niveau des couches. Et un réseau de neurones fonctionnel, ben, il faut imaginer plusieurs branches. Vous pouvez créer énormément de branches et puis rien ne vous interdit, vous, de brancher layer 0 avec layer n plus 1, créer des combinaisons de layers qui vont ensemble se connecter à d'autres layers et ainsi de suite. Et donc rendre justement votre réseau de neurones encore plus complexe. Parce qu'il faut imaginer que votre cerveau, ou le cerveau de n'importe quel animal, il y a énormément de neurones, et les neurones ne sont pas connectés à la couche suivante, ils sont connectés les uns avec les autres, et puis plus ou moins de manière complexe. Eh bien, grâce au deep learning, on va pouvoir reproduire ce type de façon de faire de la nature, encore une fois, qui a fait ses preuves depuis des millions d'années, puisque bah, nous en sommes la preuve vivante, nous avons été capables de nous adapter et d'exister jusqu'à aujourd'hui, et en fait, et tout le monde animal de même. Et donc du coup, l'idée, c'est de dire, bon bah, et si on utilisait justement des réseaux neuronaux au lieu d'utiliser des fonctions mathématiques dans le machine learning basique, on va utiliser des réseaux neuronaux et on va essayer d'entraîner ces réseaux neuronaux. Et comment on va entraîner ces réseaux neuronaux? Donc ça, je vais y répondre justement dans les slides suivantes. Donc on va continuer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles sont composés de layers, donc de couches. Et les couches, en fait, il existe différents types de couches. Comme dans la nature, c'est-à-dire que quand vous regardez votre rétine, bah, quand on regarde les scientifiques, quand ils ont regardé la rétine et en fait le nerf optique, à l'intérieur, il y a des neurones qui sont particuliers, ce sont des neurones de convolution. Donc ce sont les neurones de l'espace. Eh bien, en deep learning, on utilise également des convolutions. Donc ça, c'est pour l'espace. Pour le temps, par exemple, on a dans notre cerveau des choses qui nous permettent de mesurer le temps et de prendre des informations précédentes pour pouvoir analyser et réaliser des choses suivantes. Eh bien, ça existe également dans le deep learning et c'est ce qu'on appelle les réseaux récurrents, enfin les couches récurrentes. Et c'est ce qu'il y a en haut, en haut à gauche, enfin en haut à droite, suivant comment vous regardez l'écran, mais au-dessus là, juste là, vous avez les GRU et les LSTM qui sont des couches neuronales de récurrence. Et vous inquiétez pas, toutes ces couches-là, on les regardera dans les prochaines vidéos, on les utilisera, on fera des TP où on vous montrera comment on fait pour les utiliser et bah, dans quel cas d'application c'est utile. On a les multi-head attention qui sont utilisés aujourd'hui lorsque l'on parle par exemple de DALL-E, par exemple l'intelligence artificielle qui permet de faire des images. Vous tapez un texte et il va, par exemple, un astronaute assis sur une fusée avec du Coca-Cola, avec une canette de Coca à la main gauche, et puis le DALL-E va vous dessiner un astronaute assis sur une fusée avec une canette de Coca sur la main gauche. Et bien, ça, c'est fait grâce au multi-head attention, qui sont des neurones d'attention en fait, qui permettent de se focuser justement et de contextualiser certaines informations. Donc, c'est utilisé dans les modèles de langage. Vous avez d'autres types de neurones. Pour aller vite fait, vous avez le feed-forward. Le feed-forward, c'est les neurones denses, en fait. C'est les neurones de base, c'est-à-dire la couche qui va être connectée. Tous les neurones vont être connectés aux neurones suivants. Et en fait, chaque neurone va influencer le neurone suivant. Et donc, du coup, c'est la couche dont on a eu
C'est une des couches les plus connues. Le dropout, c'est je vais éteindre certains neurones et je vais simplement appliquer mon modèle pour voir si on peut être plus efficace. Et c'est une manière, le dropout peut être utilisé par exemple pour entraîner des modèles d'une certaine manière. Et donc il existe, alors les couches que vous voyez à côté de moi, c'est un éventail rapide de couches qui existent. Il existe d'autres couches et on verra ensemble les différentes couches. Sachez qu'on a un framework qui s'appelle AIBAL sur lequel on travaillera. Il y a à peu près entre 80 et 100 couches aujourd'hui différentes qui permettent de réaliser des opérations. Et donc une couche, en fait, il faut la voir comme une opération et en fait une fonction. Et cette fonction, on va l'entraîner et de fait, comme on va les mettre les unes derrière les autres ou les unes à côté des autres, suivant qu'on soit séquentiel ou fonctionnel, et réaliser des architectures plus ou moins complexes, on va entraîner l'ensemble du modèle à réaliser des opérations. Alors, on a vu pour le moment, on a eu une vision pour le moment du deep learning vis-à-vis architectural, c'est-à-dire les modèles et comment on architecture les choses. Mais on peut voir aussi le deep learning d'une autre manière, et on a posé justement la question à ChatGPT qui lui, qui est une intelligence artificielle en ligne, que je ne vais pas présenter à nouveau, que tout le monde connaît. On lui a posé la question, on lui a dit, bon, c'est quoi le deep learning? Qu'est-ce que le deep learning? Donc on lui a posé la question, et ChatGPT, en fait, il a une réponse qui est justement le complémentaire de ce qu'on a vu à l'instant. Lui, il répond plutôt du côté de la data. Et je vais vous expliquer pourquoi, et surtout pourquoi ChatGPT répond de cette manière-là. Alors, il a raison. Le deep learning, c'est du machine learning, donc c'est des techniques de machine learning où on va apprendre à reconnaître des patterns, alors à réaliser des fonctions à partir de données complexes non structurées. Donc ChatGPT, il dit simplement, le deep learning, c'est quelque chose qui dépend dans lequel on prend des modèles et on peut envoyer différents types de données, plus ou moins complexes, la donnée, et plus ou moins structurées. Et la donnée permet de réaliser des tâches complexes. Pourquoi ChatGPT parle de données? Parce qu'en fait, lui, il a été entraîné avec des données, avec beaucoup de données. Et la vision américaine en fait, du deep learning, enfin une vision aujourd'hui qui est prédominante et qui est un complémentaire de ce qu'on vient de dire, c'est lié à la donnée et aux quantités de données. La difficulté du machine learning, c'est que on ne peut pas faire rentrer n'importe quelle donnée dans n'importe quel modèle. Dans le deep learning, on peut. Si on prend les bonnes couches, si on design de la bonne manière notre modèle. Et on peut prendre des quantités de données phénoménales et les appliquer à des modèles de deep learning. À des modèles de machine learning, on va être limité assez rapidement par le modèle mathématique. Là, en deep learning, si on commence à faire des modèles à plusieurs milliards de neurones, c'est ce qui existe aujourd'hui, ChatGPT, bon, j'ai pas les chiffres en tête, mais on parle de plusieurs milliards de paramètres. Le truc, c'est que il va falloir parler de données parce qu'il va falloir aussi en face y mettre énormément de données pour pouvoir entraîner le modèle. Donc qu'est-ce qu'une donnée non structurée pour ChatGPT et puis pour les personnes qui font du deep learning? Alors une donnée non structurée, ça peut être de l'image, ça peut être de la vidéo, ça peut être également du son, ça peut être du texte, là comme on peut le voir actuellement avec GPT. On lui a écrit un texte et à partir de ce texte-là, GPT a simplement interprété notre texte. Donc il a été capable de comprendre et de contextualiser un texte. Ça peut être également tout type de données, c'est-à-dire votre montre connectée a des informations. Ces informations-là peuvent être interprétées. Ça peut être... En fait, le deep learning ne veut pas dire forcément compliqué, c'est-à-dire qu'il existe différentes échelles de modèles. Il y a des petits modèles qu'on peut utiliser dans l'industrie jusqu'aux grands modèles, des grands ensembles qui sont justement actuellement les modèles comme ChatGPT ou DALL-E, qui eux prennent énormément d'informations. Donc, il n'y a pas d'échelle d'information dans la notion de deep learning. Ce qui compte, en fait, c'est dans la notion d'entraîner des modèles. C'est vraiment ça qui est important, il faut avoir cette notion de j'entraîne des modèles. Donc là, je suis dans la catégorie machine learning et j'entraîne des modèles à partir de tout type de données. Les données qui correspondent justement à ma problématique. Il faut bien comprendre que quand on fait des modèles, quand on dit modèle, il y a des modèles mathématiques et des modèles physiques. La science, l'homme, sa science est empirique, c'est-à-dire que l'homme a toujours observé ce qui se passait dans la nature, enfin ce qui se passait, les phénomènes. Par exemple, Newton, quand il s'est pris une pomme sur la tête, la légende dit qu'il a créé, il a eu l'idée de la gravité, et donc la théorie de la gravité et de la mécanique. C'est lié à des observations.
Et donc le deep learning, à partir de données mesurées, donc c'est-à-dire à partir d'observations, on va réaliser des modèles. Et donc en fait, on reproduit l'intelligence humaine d'une certaine manière, mais avec une machine. Donc c'est ça le fond du deep learning. Donc voilà, tout simplement. Donc on va apprendre une autre notion de fait, qui est la notion, alors vis-à-vis des données. Alors nous, on a vu l'architecture, donc on a commencé par voir l'architecture, et maintenant, réinterprétons un petit peu mieux ce que ChatGPT a dit, et parlons de cette nouvelle notion qui est la notion de tenseur. Alors qu'est-ce qu'un tenseur? Alors bonne nouvelle, c'est pas compliqué. Un tenseur, c'est une donnée. C'est une donnée de dimension 1, 2, 3, ou même un scalaire, donc ça peut être une simple variable. Une donnée de dimension 1, ça peut être un tableau 1D d'information. Une donnée de dimension 2, ça peut être une image en noir et blanc, par exemple. Vous avez une abscisse, une ordonnée, et pour chaque information de votre image, vous avez la valeur du pixel. Ou une image ou une donnée en 3D, donc un tenseur, ça peut être une donnée en 3D. Ça peut être l'espace et le temps, par exemple x, y et le temps. Ça peut être quelque chose qu'on peut utiliser comme ça également. Et en fait, on peut avancer. Hein. Mais en gros, pourquoi on utilise cette notion de tenseur? Mais parce que, comme je vous l'ai dit, les modèles, en fait, alors on va revenir après sur l'exemple de Super Mario, mais les modèles, en fait, ce sont des fonctions. Enfin, dans un modèle, il y a plusieurs fonctions. Et ce sont les layers. Et les layers vont composer justement notre modèle dans sa globalité. Chaque layer va prendre une information en entrée et la traiter. Mais rien n'impose à un layer d'avoir une dimension en entrée et d'avoir la même dimension en sortie. On peut très bien avoir du 1D en entrée, créer du 2D. Après du 2D, on va dans le layer suivant. Le layer suivant prend du 2D et va faire du 3D. Et donc on a créé cette notion de tenseur qui dit qu'il y a une transformation de la donnée tout au long du passage en fait du réseau de neurones. Et c'est ça un tenseur, ni plus ni moins. Donc il ne faut pas en avoir peur en fait de cette notion. C'est simplement une notion qui dit que la donnée n'a pas une dimension fixe. La donnée peut avoir une dimension variable. Et donc à partir de là, on va utiliser un vecteur, ça va être quelque chose de 2 dimensions. Une matrice d'une dimension. Une matrice, ça va être 2 dimensions. Donc du coup, on est un peu... Et donc là, il nous faut un mot qui regroupe tout le monde. Donc un vecteur, c'est un tenseur. Une matrice, c'est un tenseur. Un scalaire, c'est un tenseur. Voilà. Donc là, on va prendre un exemple de tenseur. On va prendre par exemple l'image que vous avez à côté de moi qui est Super Mario Bros. Donc Super Mario Bros, imaginez, vous voulez faire une intelligence artificielle qui va entraîner Super Mario Bros. Là, typiquement, vous dites, de quoi a besoin en entrée votre réseau de neurones? Vous dites, l'image. Il faut l'image. Donc pour vous, vous allez avoir besoin d'un tenseur en 2 dimensions. Vous vous dites, il y a le X et il y a le Y. Et à partir du XY, je vais récupérer les informations de l'image que je vais pouvoir envoyer dans l'ordinateur. Dans le modèle, donc dans l'ordinateur. Et le truc, c'est que c'est pas tout à fait ça. Une image, par exemple, c'est composé de plusieurs images. C'est composé d'une image rouge, d'une image d'un canal rouge, d'un canal vert et d'un canal bleu. Et donc, on peut aussi interpréter ça différemment en disant simplement, c'est un tenseur de 3 dimensions. Il y a le X, il y a le Y et il y a le canal. Là, il y a trois canaux, mais on pouvait imaginer d'autres canaux. Et donc, on peut imaginer un tenseur de 3 dimensions qu'on enverrait dans le modèle pour pouvoir justement réaliser des opérations à partir d'une image. Et donc, la notion de tenseur, c'est vraiment une notion qui est importante de comprendre. C'est simplement la dimension de mon image, la dimension de ma data qui va être utilisée dans le modèle. Le tenseur va se transformer tout au long du modèle, puisqu'il va passer par différentes couches, et chaque couche est une opération, et les opérations peuvent modifier la dimension. Donc il faut bien comprendre cette notion-là de dimension. C'est une notion qui est assez importante en deep learning, parce que c'est ça qui va vous permettre justement de complexifier vos raisonnements et de gagner en efficacité. Alors, on continue. Donc, on va résumer un petit peu ce qu'on a dit jusqu'à présent. Donc, un modèle, c'est en entrée, il y a un tenseur qui va rentrer. Donc, au lieu de dire data in, on va dire tenseur in, c'est pareil. Et tenseur out, c'est-à-dire qu'on a une succession d'opérations. Notre modèle, alors là, voilà ce que j'ai fait en fait. Je vous montre simplement. Alors, hop, on va essayer de se décaler. Non, je vais m'effacer, ce sera peut-être plus simple.
Donc là, ce que vous voyez en fait, c'est que tout au long du passage de la donnée, donc du tenseur, il va se transformer. Donc il va passer, par exemple, il peut passer à un état 2D, passer dans différentes couches, puis passer en 3D, puis arriver à la fin en 1D, et même il peut être en 0D, c'est-à-dire un scalaire. Par exemple, imaginez, vous avez une problématique toute simple, c'est vous avez des images, et vous voulez savoir si c'est un chien ou un chat. Chien, chat, chien, chat. L'ordinateur, enfin le modèle va vous renvoyer un booléen. Donc un booléen, on peut le représenter par deux valeurs, 0 ou 1. 0, ça veut dire chien, et 1, ça veut dire chat. Eh bien, vous allez envoyer en entrée de votre modèle soit une image, alors un tenseur 2D, un tenseur 3D. Tout dépend de la manière dont vous allez organiser vos datas et votre image. Parce que là, je vous ai montré la manière dont on pouvait organiser une image, mais on peut organiser... il y a différents types de manières. Il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de vérité vraie. Ça va dépendre en fait de votre manière d'organiser vos données et comment vous voulez les envoyer dans votre modèle. Si vous voulez envoyer par exemple du Super Mario, une image de Super Mario et vous dites bah, j'ai pas besoin des canaux rouge, vert, bleu, je veux juste envoyer du noir et blanc par exemple ou un niveau de gris, mais rien ne vous y interdit. Vous pouvez le faire. Donc dans ce cas-là, bah, ce sera un tenseur 2D, c'est-à-dire XY. Maintenant, vous imaginez sur une problématique où vous avez besoin de ces canaux-là et vous voulez même aller plus loin, il y a peut-être de l'infrarouge ou il y a peut-être d'autres informations, comme les télescopes que vous avez par exemple dans l'espace, eh bien, vous allez devoir augmenter les dimensions. Et ça ne pose aucun problème à un modèle de deep learning. C'est juste une organisation de données en entrée. Et on verra dans les TP bah, comment on fait concrètement pour faire fonctionner ça, quoi. Bon, très bien, on fait un modèle, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait réellement? Pourquoi on fait un modèle de deep learning? Ben, en fait, comme je vous l'ai dit, notre science, la science l'homme, la science humaine, est basée sur l'observation. Et à partir de l'observation, on va essayer de faire on va réaliser des modèles. Donc ça veut dire que notre champ de connaissances, en fait, qui est lié à l'observation, c'est lié à de la data et à de la mesure de data. Donc la mesure de data, on peut mesurer tout et n'importe quoi en data. Voilà, imaginez-vous le modèle météo. Il a besoin comme data, comme information de pression, de température, de topologie. Donc il faut savoir topographie plutôt, justement quelle est la topographie. Il a besoin de savoir également, il y a énormément d'informations dans le sens où s'il fait beau à Aix-en-Provence, c'est aussi lié au fait qu'il y a des conditions de température et de pression chez les voisins. Et donc du coup, il va falloir regarder un petit peu, il y a des liens de causalité entre différents éléments. Il peut y avoir les océans, enfin il y a énormément d'informations. Donc ce qu'il faut faire en fait pour pouvoir par exemple réaliser un modèle météo, c'est qu'il va falloir faire de la mesure de données sur plusieurs années. Par exemple, on va mesurer énormément de données. Donc ces données, c'est nos observations. À partir de ces observations, on va essayer d'entraîner un modèle, donc un modèle de deep learning par exemple, et ce modèle de deep learning, une fois qu'il sera entraîné, si je lui donne des conditions de température, de pression, je sais pas moi, toutes ces conditions-là, il va être capable de me dire demain s'il fait beau ou s'il fait pas beau. Il va être capable de me dire s'il fait beau à Marseille, s'il fait beau à Aix-en-Provence, s'il fait beau à Brest, s'il fait beau à Grenoble, à Lyon, à Paris. Il va être capable de nous donner énormément d'informations. Et donc, on a un champ de connaissances qui est au niveau des données. Donc, c'est ce que cette slide dit, ni plus ni moins. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va séparer les data input et data output. C'est-à-dire que tel jour, il y a eu telle pression, telle température, telle condition météorologique. Et donc, le lendemain, donc ça c'est data input, et donc le lendemain, il a fait beau ou pas beau. Notion toute simple. Donc, c'est ce qu'on appelle les data input et data output. Et entre les deux, il y a un modèle. S'il fait telle condition de pression, telle condition de température, telle condition de topographie, telle condition géographique, alors, et c'est là le modèle, il fera beau demain. Et donc c'est ça qu'on va réaliser justement avec un modèle de deep learning. Donc comment on fait pour entraîner un modèle de deep learning? Dans un premier temps, on a réalisé notre fameuse architecture. Donc l'architecture, elle est faite, il y a des neurones, ils sont organisés d'une certaine manière en layer. On va plus du tout regarder cette partie-là. Cette architecture-là, on lui envoie les fameuses données météo. Donc on lui envoie ce fameux X, on va appeler ça X. X est un tenseur qui peut avoir une dimension simple, scalaire, ou ça peut être 1D, 2D, 3D. Pas de problème, on ne regarde pas ça pour le moment. On envoie un tenseur à l'entrée de notre modèle. Ce modèle va faire ce qu'on appelle une forward. Alors la forward, c'est quoi? C'est simplement une prédiction. Il va prédire. Donc le modèle va donner un Y. Alors f de x égale y. Donc c'est pour ça qu'on met y pred.
Donc le modèle, on peut le voir comme une fonction, f de x. Donc le modèle, qu'est-ce qu'il fait? Il va prédire quelque chose. Sauf que nous, comme on a mesuré les datas en amont, on sait par rapport à x, c'est-à-dire les conditions de température de pression, s'il va faire beau ou pas. Donc on a le fameux y-true, c'est-à-dire ce qui s'est réellement passé. Et donc le modèle, lui au départ, bon, ses neurones ne sont pas entraînés. Donc il fait une prédiction un petit peu aléatoire, il fait n'importe quoi. Il va faire un y-pred. Et avec le y-pred et le y-true, on va envoyer ça dans une fonction qu'on appelle une loss, c'est-à-dire une sanction. Donc attention, une sanction, c'est pas forcément négatif. Si vous avez 20 sur 20, on vous a sanctionné de 20 sur 20. Donc on va rester un petit peu dans du langage, vraiment de la sémantique. Donc il va faire une sanction. La loss, c'est une sanction, une perte. Et il va regarder, il va comparer en fait ce qu'on a prédit avec la réalité. En comparant ce qu'il a prédit avec la réalité, il va réaliser en fait un tenseur ou un vecteur, ou ça peut avoir plusieurs dimensions. Il va donner une direction en fait. Et cette direction, c'est la direction d'erreur. Tu es dans la bonne direction mon coco ou tu n'es pas dans la bonne direction. Donc c'est un petit peu le fait que vous prenez un enfant, il apprend à marcher, il tombe, il a été sanctionné. Il sait qu'il est tombé, donc il va réessayer, et cette fois-ci il va essayer différemment, et donc il a été sanctionné. Donc on utilise justement cette notion de loss. Donc cette loss, c'est cette sanction. À partir de là, on a notre vecteur, et on va faire notre gradient, on va appeler ça un gradient. Et ce qu'on va faire en fait, on va faire ce qu'on appelle une descente de gradient. C'est-à-dire qu'en fait, on prend le réseau de neurones et qu'on avait fait... Alors au départ, on l'a passé en forward, c'est-à-dire qu'on l'a passé dans un sens. Et en fait, ce qu'on va faire, on va le repasser dans le sens inverse, mais on va le mettre à jour. C'est-à-dire qu'il y a des formules mathématiques dont, écoutez, vous n'avez pas besoin comment dire, vous n'avez pas besoin de regarder en fait ces formules mathématiques. Tout est automatisé justement dans le framework d'intelligence artificielle que vous allez utiliser. Et donc, vous, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est ces notions-là de forward, loss, backward. Et donc la backward va automatiquement, suivant des paramètres qu'on va apprendre justement dans cette formation, mettre à jour le réseau de neurones. Et en le mettant à jour, c'est ce qu'on va appeler l'expérience. C'est-à-dire que j'ai fait un test, j'ai été sanctionné par ce test. Avec cette sanction, j'ai pu mettre à jour le réseau de neurones et à partir de là, j'ai fait mon expérience. Maintenant, on va résumer ça en fait avec justement les schémas qu'on utilisait jusqu'à présent en les simplifiant. Vous avez un modèle, pour pouvoir l'entraîner, vous allez d'abord faire une forward. Donc on va utiliser la lettre sigma en latin, qui est en fait une lettre d'opération. Donc on va faire une opération, une passe en avant, donc une forward. Puis à l'issue de cette forward, vous allez faire une loss. Vous allez évaluer cette passe en avant. Est-ce que cette passe en avant est bonne, mauvaise, moyennement bonne et ainsi de suite. Puis la loss, elle, va permettre de déterminer le degré d'erreur de votre modèle ou de réussite. En fonction de ça, il y a une backward, c'est-à-dire qu'on va mettre à jour votre modèle. Tout cela, on va le boucler et c'est ce qu'on appelle en fait une expérience. Hop là, je vais apparaître plutôt de ce côté-là. C'est ce qu'on appelle une expérience. Forward, loss, backward, et je boucle. Et je boucle. 1 million de fois. Et 1 millier de fois, 1 million de fois, 1 milliard de fois. Et à partir de là, le modèle, le réseau neuronal va s'organiser. Et il va devenir de plus en plus efficace. Parce qu'en fait, à force de se mettre à jour, la loss va diminuer. Le scalaire de la loss, qui peut représenter la loss, on peut avoir un scalaire qui représente la loss, donc une simple valeur, va diminuer et va chuter. Et en chutant, on va commencer à avoir quelque chose de plus en plus efficace, de quelque chose qui va être meilleur dans les datas d'entraînement. C'est-à-dire qu'on lui envoie des données d'entraînement, donc des X et des Y, donc des X et des Y true, et nous on va faire des Y pred, et les Y pred et les Y true vont être de plus en plus proches. Et c'est comme ça qu'on entraîne un modèle de deep learning. Donc, à quoi ça sert tout ça? Pourquoi on va faire de la modélisation? Eh bien, la modélisation, en fait, il faut savoir que la modélisation, elle est utilisée un petit peu partout. On peut l'utiliser partout parce qu'en fait, jusqu'à présent, l'être humain faisait des formules mathématiques. Enfin, l'homme, enfin nous, notre technologie est basée sur des formules mathématiques. On va faire de l'automatisme avec des formules mathématiques. On va faire du Wi-Fi, du cloud, tout ça avec des formules mathématiques en automatisme. Tout ça peut être remplacé et rendu beaucoup plus efficace avec du deep learning. Je vous donne un exemple tout bête. WinZip. La prise de décision.
On peut piloter des drones, on peut analyser des images, on peut découvrir des cancers avant même que ce soit visible, que l'être humain soit capable de le faire, et aucun algorithme de machine learning ou d'automatisme n'est capable de voir justement ce cancer. Simplement parce que on a des données, et à partir de ces données, on va réaliser des modèles. Et des modèles plus ou moins complexes qu'on ne comprendra pas forcément. On peut observer ce qui se passe dans le réseau de neurones, on peut y mettre des sondes à certains endroits pour voir qu'est-ce qu'observe la machine et quel est son raisonnement. On peut le faire. Mais si ça s'appelle deep learning, c'est justement parce que les formules mathématiques derrière sont d'une complexité assez importante et assez imposante qui font que ça peut dépasser des fois notre champ de connaissances. Donc ce qui se passe dans la boîte noire en fait. C'est pour ça que jusqu'à présent je vous disais, imaginez une boîte, et en fait c'est comme ça que vous allez l'imaginer, c'est une boîte. Évidemment vous allez l'architecturer d'une certaine manière, mais sa mise à jour, vous n'êtes pas comment dire, vous allez aider à la mise à jour, mais ce n'est pas vous qui allez décider sur les milliards de paramètres de votre réseau de neurones interne, qu'on verra un petit peu plus tard. On expliquera ce que c'est que des poids et on expliquera ce que c'est que la mémoire d'un réseau de neurones. Donc pour l'instant on va appeler ça des paramètres. Eh bien, ces paramètres-là vont se mettre à jour et donc on verra un petit peu plus loin dans cette formation comment c'est organisé et qu'est-ce qui se passe. Donc le champ d'application, il est assez important et c'est pour ça qu'il y a une révolution du deep learning. Ce n'est pas uniquement ChatGPT avec la discussion avec un bot. Ça va beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on est capable, grâce au deep learning, aujourd'hui, quasiment tout ce que l'homme est capable de faire en raisonnement peut être établi avec du deep learning, ce qui n'est pas le cas avec l'automatisme. Donc, on peut se lancer des challenges, d'ailleurs c'est ce qu'on fait tous les jours, mais aujourd'hui on peut battre un joueur d'échecs, on peut jouer à StarCraft avec une intelligence artificielle, on peut battre un joueur de Go, on peut faire beaucoup de choses et en fait les domaines d'application sont assez variés. Donc voilà. Donc on va continuer. Donc nous, l'avancée de ce cours va se faire la suite, les TP se réaliseront en LabVIEW. Donc ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, LabVIEW est un langage, c'est le langage de National Instruments, c'est un langage révolutionnaire. Je vais vous expliquer pourquoi il est révolutionnaire dans les différentes formations, mais sachez que c'est un langage graphique, c'est un langage industriel, il est utilisé par beaucoup d'entreprises technologiques aux États-Unis et également en Europe et en France. SpaceX utilise LabVIEW. C'est utilisé chez Dassault, c'est utilisé chez tous les grands acteurs en fait. Tous les grands acteurs technologiques qui ont besoin de faire de l'automatisme utilisent LabVIEW. Et donc, pour pouvoir faire ce deep learning, on va utiliser un autre module qui a été développé par l'entreprise Graphic, qui est AIBAL, qui est le langage de deep learning de LabVIEW, qui est totalement en natif LabVIEW. Et vous allez voir que grâce à ce langage, on va pouvoir développer des architectures complexes, y faire rentrer n'importe quel type de tenseur, piloter tout et n'importe quoi, et surtout intégrer facilement dans des ensembles industriels ou des ensembles de recherche ces modèles. Ce qui est un grand avantage par rapport à si on doit comparer par exemple à des langages comme Python qui ne sont pas des langages industriels, qui ne sont pas forcément des langages maîtrisés dans le sens où vous utilisez des fonctionnalités mais sous Python vous ne voyez pas ce qui se passe derrière et ce n'est pas toujours optimisé. Sous LabVIEW, on a fait le nécessaire pour que tout soit optimisé et très facilement déployable et intégrable. Donc ça, on le verra un petit peu plus tard dans les différentes formations et surtout dans les exemples. Donc, pour résumer, comment ça va marcher sous LabVIEW? Eh bien, c'était le schéma de tout à l'heure, sauf que ce schéma-là, en fait, il va ressembler à ça maintenant. LabVIEW étant un langage graphique, eh bien, la forward, on va poser une brique de forward. La loss, on va poser une brique de loss. Et la backward, on va poser une brique de backward qu'on va boucler. Et en bouclant, eh bien, on va obtenir justement ce fameux entraînement, cet effet d'entraînement du modèle qui sera fait sous LabVIEW avec le toolkit de Deep Learning AIBAL. Une petite analogie pour que vous compreniez un petit peu mieux les enjeux qu'il y a derrière tout cela et pourquoi on va utiliser du LabVIEW. Il faut comprendre qu'il y a 40 ans, 30-40 ans, on n'avait pas encore le dessin assisté par informatique. Et donc pour pouvoir développer justement des dessins complexes et des projets complexes comme des avions de chasse ou des voitures, puis Dassault Systèmes est arrivé et a développé CATIA, qui est le dessin assisté par ordinateur. Et en fait, ce dessin assisté par ordinateur
a permis la révolution. Et grâce à Katia, on a les avions de future génération. Parce que s'il y a un problème dans le dessin technique, on peut le corriger très rapidement et on peut faire des simulations et tout se fait par ordinateur. Il faut voir en fait que LabVIEW, la révolution LabVIEW et la révolution moderne Deep Learning, enfin ce qu'on appelle nous notre idée du moderne Deep Learning, ça va être en fait de passer justement du textuel directement à l'algorithmie. En gros, ce qu'on dit simplement, c'est que et c'est ce que les Américains ont développé avec LabVIEW, et ils ont accéléré pas mal leur industrie grâce à ça. C'est que c'est bien de maîtriser le Python et de savoir la syntaxe. Le problème, c'est que c'est pas parce que vous êtes bon en syntaxe que vous êtes bon en algorithmie. Il faut bien séparer les deux. Et LabVIEW règle ce problème. En fait, LabVIEW étant un langage graphique optimisé, lorsqu'on a l'idée de faire quelque chose, on va simplement le poser dans un graphe. Et donc, vous le voyez là, ça simplifie grandement les choses. Et ça nous permet également, grâce à ce type de raisonnement, de pouvoir réaliser des architectures complexes très rapidement et très facilement, plus compliquées à réaliser sous Python, et surtout de pouvoir les appliquer. C'est-à-dire qu'on va être capable à terme de pouvoir facilement entraîner un modèle, et pendant l'entraînement de ce modèle, regarder justement, avoir des applicatifs qui vont nous permettre, qui ont des sondes qu'on va poser tout simplement, en direct, de nous dire l'état d'entraînement, où est-ce qu'on se trouve dans l'entraînement, comment on entraîne, est-ce qu'on est efficace, est-ce qu'on n'est pas efficace, faire des prédictions, c'est-à-dire que pendant que j'entraîne mon modèle, rien ne m'empêche de l'utiliser. Pendant que j'entraîne mon modèle, rien ne m'empêche en parallèle de réaliser d'autres traitements et puis d'intégrer ça dans une machine. Ça, c'est plus compliqué en Python parce qu'en Python, vous allez être limité à votre script que vous lancez, et une fois qu'il est lancé, c'est terminé. Si vous n'avez pas de notion de LabVIEW, ne vous inquiétez pas. L'ensemble des cours LabVIEW pour débutants from scratch, c'est-à-dire vous n'avez aucune notion en informatique jusqu'à une notion architecte, a été mise à votre disposition sur la chaîne. N'hésitez pas à aller jeter un œil. C'est assez intéressant et puis vous verrez que c'est pas mal. Merci beaucoup d'avoir suivi cette première formation intitulée Initiation au Deep Learning. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour qu'on puisse améliorer justement le contenu de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.